Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé comme chaque mercredi. C'est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10 en France. Elle est encore trop mal connue, l'endométriose, douleur, désir d'enfant, infertilité, poids. On en parle avec notre invité ce soir, le professeur Pierre Collinet, chef de service en chirurgie gynécologique au CHRU de Lille. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et comme quasiment chaque semaine, notre experte santé Tina Géréral, journaliste pharmacienne également. Bonsoir Tina. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous également et on démarre avec les principaux chiffres autour de l'endométriose. Un chiffre intéressant pour commencer, on reviendra sur l'infertilité avec vous, professeur. 30 à 40% des femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Autre chiffre aussi intéressant, le retard de diagnostic qui est évalué à 7 ans selon la Fondation pour la recherche. Alors professeur, pour commencer, c'est important de planter le décor, entre guillemets. Comment on peut définir en quelques mots l'endométriose, cette maladie donc gynécologique pour les femmes ? Voilà, donc l'endométriose, c'est une maladie qui a une définition histologique, c'est-à-dire que le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, qui est un tissu très particulier puisqu'il réagit de manière très forte aux hormones, eh bien ce tissu peut se localiser à l'extérieur de l'utérus. C'est ce qu'on voit à l'écran ? Exactement, ce sont les petits spots que vous voyez. Donc ça peut se localiser sur les ovaires, sur les trompes, sur la surface utérine ou sur les organes adjacents et provoquer des douleurs principalement pendant les règles. Alors, vous dites des douleurs pendant les règles, mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui sont évocateurs d'endométriose ? Alors tout à fait, bien que l'ensemble des symptômes vont être à recrudescence menstruelle, donc vraiment tous les symptômes vont être principalement majorés et présents autour des règles. Donc ça peut être bien sûr des douleurs importantes, on peut avoir des symptômes digestifs, en particulier des douleurs à la défécation ou d'une alternance diarrhée-constipation, des symptômes urinaires, des symptômes douloureux sexuels, ce qu'on appelle la dyspareunie, et également d'autres symptômes thoraciques quand les formes sont plus avancées. Et ces symptômes peuvent apparaître dès les premières règles de la jeune fille ou un peu plus tard ? Alors sur des différentes études, l'âge des premiers symptômes en moyenne, c'est aux alentours de 24-25 ans. Même si effectivement ces symptômes, de manière plus rare, mais peuvent apparaître également dans l'adolescence. Alors en fait, on peut ne pas avoir de douleur pendant ces règles jusqu'à 25 ans, puis des douleurs, d'où une errance un peu diagnostique. On peut lire qu'il y a environ 5 ans de retard au diagnostic de l'endométriose. Voilà. C'est dû à cette... Alors même un peu plus, puisque les études disent quasiment 7 ans. Alors il y a c'est énorme, ça paraît énorme, je pense aux patientes. Je pense qu'il y a une problématique, probablement maintenant les femmes sont mieux écoutées, en particulier quand il y a cette problématique de règles anormalement douloureuses, on pourra y revenir si vous voulez. Donc il y a peut-être une meilleure écoute du corps médical à cette anomalie, et peut-être aussi des performances diagnostiques, et je pense aux radiologues, que ce soit par les échographies ou les IRM, qui sont beaucoup plus performants. Oui, on s'en rend compte comment, du coup, comment on fait pour savoir qu'on est atteint de cette maladie ? On en parle à son gynécologue ? Voilà, alors en situation de règles anormalement douloureuses, règles douloureuses résistantes aux traitements médicaux, les antalgiques, et que lorsque ça impose également une éviction scolaire ou un arrêt de travail, là, bien sûr, ça justifie une consultation en soins primaires, bien sûr par le médecin traitant, qui va engager différentes démarches pour diagnostiquer éventuellement l'endométriose. Et est-ce que tous les gynécologues sont formés au diagnostic de l'endométriose ? Alors oui, bien sûr, tous les gynécologues, et quelle que soit leur spécialité, sont formés à l'endométriose et ont tous une connaissance minimale sur cette maladie. Et bien sûr, le premier relais, c'est le gynécologue qui va pouvoir justement mettre en œuvre les différents traitements de première intention et demander les examens de première intention. D'accord, donc il oriente après vers d'autres spécialistes ? Le soin primaire se fait par le médecin traitant ou par le gynécologue ou par la sage-femme. Lorsque ces premiers traitements qui ont été mis en œuvre sont inefficaces, là on va demander une consultation de deuxième intention auprès d'un gynécologue qui va avoir une formation supplémentaire sur l'endométriose. Elle vient d'où cette maladie ? Parce qu'en plus vous dites à partir d'une vingtaine d'années. Pourquoi ? Alors il y a encore beaucoup de mystères, il y a beaucoup de publications sur la physiopathologie, c'est-à-dire comment la maladie arrive. Il y a de nombreuses théories. Il y en a une qui est la plus communément retenue, et celle qu'on donne nous en consultation, c'est ce qu'on appelle la théorie du reflux. C'est-à-dire que le sang des règles qui s'élimine par le vagin peut refluer par les trompes, sur le schéma que vous avez vu, et sur les petits spots que vous avez vus, c'est du sang des règles qui vient s'occaser dans le ventre de manière anormale. Et ça, c'est une théorie qui est la plus communément donnée, expliquée aux patientes pour expliquer cette maladie. Est-ce que ça veut dire que les femmes qui ont l'endométriose ont des règles particulièrement hémorragiques, du coup ? Alors, pas forcément, parce que
On peut avoir une endométriose qui est extra-utérine, comme je vous l'ai dit. Il y a une forme qui est particulière qui s'appelle l'adénomyose, qui est une endométriose de l'utérus, et là, pour le coup, qui provoque des règles hémorragiques. Mais pour répondre à votre question, non, on peut avoir une endométriose sans règles hémorragiques. C'est une maladie qui progresse, qui peut régresser, au contraire? Alors, le plus souvent, lorsque les lésions sont apparues, sont présentes, on a une maladie qui reste assez stable. En particulier, lorsqu'il y a des traitements qui sont mis en œuvre, et je pense principalement à la pilule. Et lorsque ces traitements sont mis en place, la maladie, elle va se stabiliser, voire partiellement régresser. Lorsque la maladie progresse, c'est souvent lorsqu'il n'y a pas eu de traitement mis en œuvre. Et là, pour le coup, on voit les lésions augmenter, progresser, avec des symptômes qui sont également associés. Alors, l'actrice Laetitia Milot est la première à avoir parlé publiquement de sa maladie il y a quelques années. Depuis, elle est la marraine de l'association Endo-France. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique. Elle peut être douloureuse et invalidante au quotidien. En France, entre 3 et 6 millions de femmes sont atteintes d'endométriose. La plupart d'entre elles connaîtront des problèmes de fertilité. Et pourtant, cette maladie reste mal connue et mal identifiée. La douleur est un des symptômes qu'il ne faut pas banaliser. Ensemble, sortons cette maladie de l'ombre. Alors on parlait de l'endométriose, une maladie qui est encore assez méconnue. Est-ce que la médiatisation a aidé à faire connaître? Ah oui, clairement, je pense principalement par l'action et le dynamisme des associations de patientes qui ont été vraiment très très actives depuis plus de 5 ans maintenant, et ça a participé effectivement à cette médiatisation et le fait que la maladie soit mieux reconnue, plus toutes les actions de formation auprès des professionnels de santé, et quels qu'ils soient, où il y a une meilleure, comme je vous l'ai dit, écoute et un diagnostic plus précoce actuellement que ce n'était il y a quelques années. Avec ses personnalités aussi, on l'a vu, donc l'actrice Laetitia Milot et Nora Malagré aussi, un peu plus grand public, ça aide forcément. Derrière, il y a les téléspectateurs qui sont réceptifs. Bien sûr, et puis ça, effectivement, ça permet d'avoir une alerte sur le fait que les règles étant anormalement douloureuses, qu'on puisse justifier une consultation médicale, et c'est dans ce sens-là, c'est le premier message. Alors, autre sujet important autour de cette maladie, c'est l'infertilité. Regardez cet autre clip avec cette fois Julie Gaillet. À 19 ans, on m'explique que ça va être difficile d'avoir des enfants. Bref, à 25 ans, je suis avec un mec depuis quelques mois, on n'a jamais parlé d'enfants, et là, j'apprends que je suis enceinte. J'ai très très peu de temps pour décider. Mais j'ai surtout très peur que l'enfant soit anormal avec tous les traitements. Mais Marina est arrivée le 12 septembre 2004 et elle est parfaite. Mais je ne permettrai pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Alors Julie Gaillet vient de l'expliquer, l'endométriose peut aussi être synonyme d'infertilité. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, c'est très important de dire ça pour donner beaucoup d'optimisme sur le fait que, attention, l'endométriose n'est pas synonyme de stérilité définitive. Certes, dans bien des situations, l'endométriose est associée à une baisse de la fertilité qui impose assez fréquemment une nécessité d'assistance à la procréation. Mais il faut bien garder en tête que bon nombre de patientes ont une endométriose, mais obtiennent une grossesse spontanée avec un enfant né vivant à terme, et sans qu'il y ait eu tout besoin de cette prise en charge. Et ça, c'est vraiment un point capital. Et quelle proportion de patientes, justement, est concernée par une prise en charge médicale de la procréation? Alors, on considère que quand on étudie un groupe de patientes présentant une infertilité, l'endométriose est responsable de cette infertilité dans près de 50%. D'accord. Et que la probabilité d'obtenir une grossesse, malgré le fait qu'il y ait une endométriose, est bien sûr corrélée à la sévérité de la maladie. Et en fonction, je vous ai parlé de l'adénomiose, je vous ai parlé de l'endométriose ovarienne, en fonction de ces différentes localisations, on va avoir des probabilités de grossesse qui vont baisser, qui vont imposer d'avoir une prise en charge qui va être plus active en assistance à la procréation en fonction de ces formes. Les traitements, professeur, ça c'est important aussi. Est-ce qu'on a un traitement au quotidien quand on souffre de cette maladie? Voilà. Alors, c'est une très bonne question parce qu'actuellement, malheureusement, nous n'avons pas de traitement qui permettent de faire disparaître l'endométriose. Donc, ce ne sont que des traitements qui sont suspensifs dans le sens où on va prescrire des contraceptifs, c'est-à-dire la pilule, pour bloquer les règles, pour pouvoir avoir une action sur la douleur. Donc, on ne guérit pas de l'endométriose? Actuellement, on n'a pas de traitement qui permette de faire disparaître. Mais quand vous me parlez de guérison, il faut bien avoir en tête que pour nous, guérison, on obtient une guérison lorsqu'il n'y a plus de symptômes, lorsqu'il n'y a plus d'infertilité. Et dans cette situation, on peut parler de guérison, même s'il y a encore des lésions présentes. Parce que l'endométriose est une maladie que si elle est symptomatique.
Et donc, quand vous parlez de guérison sur le plan anatomique, lorsqu'il y a une disparition complète des lésions, actuellement, non, il n'y a pas de médicaments qui permettent cela. Il y a des opérations aussi. Donc voilà, dans les situations où les traitements ne sont pas suffisamment efficaces, on a besoin d'avoir recours à la chirurgie, qui a pour but, bien sûr, d'être la plus précise et la plus conservatrice sur la fonction, sur la féminité, sur la fonction de fertilité. Et donc, c'est des chirurgies qui doivent être vraiment très ciblées pour éviter justement tout impact sur la fertilité. Est-ce que l'alimentation peut avoir un rôle aussi dans l'endométriose? Vous le disiez auparavant, parfois des douleurs intestinales avec des symptômes qui évoquent l'intestin irritable. Est-ce que voilà, on a une ligne de conduite à tenir en termes de régime? Alors, il y a beaucoup de débats actuellement, il y a beaucoup de publications, même s'il y a probablement une efficacité, on voit, nous en consultation, des patientes qui suivent des régimes et qui ont une nette efficacité, même si moi, en tant que scientifique, au jour d'aujourd'hui, je manque suffisamment de niveau de preuve pour pouvoir recommander ou prescrire ce type de régime. Je rappelle aussi qu'une mission d'élaboration de la stratégie nationale contre l'endométriose a été lancée il y a quelques jours par Olivier Véran. Vous attendez en 2 mots, professeur, vous en attendez beaucoup? Oui, on est tous ravis de cette démarche ministérielle et des stratégies nationales. Pourquoi? Parce que ça va probablement dynamiser l'ensemble des agences régionales pour pouvoir organiser la prise en charge et créer des filières de soins. C'est la première démarche du ministère, même s'il y a 2 autres axes qui sont également importants. C'est un axe sur la formation. Et après, un 3e axe sur la recherche. Donc, effectivement, on attend beaucoup de cette démarche, que ce soit en termes d'activité, mais en termes de budget également. Merci beaucoup, professeur Pierre Collinet, chef de service en chirurgie gynécologique au CHRU de Lille, d'avoir été avec nous. Merci Tina, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.